Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h15. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité en ce mardi matin est Paul Le Guernic. Il est adjoint à la maire de Pontivy, en charge de l'attractivité économique, la tranquillité publique, la sécurité et les affaires générales. Il est également conseiller communautaire et je précise, ça c'est pour le temps de parole, qu'il soutient la liste Maîtriser notre destin conduite par François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour Stéphane. Alors nous allons parler d'Europe ce matin, campagne des européennes. Voilà, j'allais presque dire on atteint la dernière ligne droite, 3 semaines encore pour convaincre, avec une liste LR qui a du mal à décoller, on le voit, vous nous en direz un petit mot tout à l'heure, avec un RN qui est à plus de 32%, on le donne à 27% en Bretagne, ce qui est du jamais vu, la liste LR à 8%, comment faire pour essayer de convaincre là encore et de dire voilà, le programme que l'on propose est quand même un programme intéressant. Eh bien, je pense que, premièrement, les gens ont du mal à rentrer dans la campagne. C'est vrai que ça ne passionne pas les foules, tout de même. Hein. Les élections européennes, c'est toujours un peu des élections en demi-teinte, point de vue participation. Donc, je pense que les gens attendent peut-être un peu le dernier moment pour s'y intéresser, bûcher un peu les différents sujets. Ensuite, concernant effectivement François-Xavier Bellamy, donc moi, j'ai rejoint son comité de soutien. Et donc, je pense que les points forts un peu qui permettent de se démarquer, c'est qu'il a une bonne analyse des dossiers, il a été extrêmement compétent et assidu au Parlement européen, et donc ça nécessite probablement pour s'y intéresser et voir un peu la différence et les bons points de sa campagne, de passer un peu de temps peut-être, d'écouter, et ce qui, voilà, il est peut-être moins médiatique que d'autres, oui. Alors en tout cas, on l'avait un petit peu dans les médias, il s'est illustré en allant un petit peu au-devant des étudiants qui bloquaient Sciences Po à Paris. On a vu cette discussion entre François-Xavier Bellamy et le député Louis Boyard, discussion autour de la question palestinienne et israélienne. On a vu argument contre argument, on a découvert finalement un autre François-Xavier Bellamy. Oui, je pense que lors de ce débat, je pense qu'on voit effectivement ses qualités d'analyse, ses qualités d'expression, et puis je dirais sa compréhension assez fine de ce qui se passe. Et je trouve qu'il n'y avait pas photo, dirait-on, pour une course entre François-Xavier Bellamy et Louis Boyard. La France insoumise est empêtrée dans des contradictions internes, notamment parce que, il suffit de regarder où sont les scores de la France insoumise. Ils sont dans les quartiers à population extrêmement d'origine immigrée. Et donc, ils sont gênés aux entournures parce que le conflit qui est en Orient, avec comme trame de fond la querelle aussi entre religieuse, entre les Juifs d'une part et puis les musulmans d'autre part au Levant, se répercute chez eux. Et c'est assez exceptionnel de voir des vieux soldats de la gauche comme Jean-Luc Mélenchon qui est extrêmement laïcard et presque bouffeur de curé parfois, maintenant défendre des querelles religieuses pour expliquer que vraiment l'islam est formidable. Bon, je pense qu'ils sont empêtrés dans des contradictions internes dont ils auront du mal à se défaire. C'est une course finalement à l'électorat des quartiers populaires, l'électorat musulman ici en France. On le voit aussi avec Rima Hassan qui a rejoint LFI, qui est présente sur la liste de LFI. Est-ce que pour vous c'est finalement une forme de clientélisme ? Je pense que de toute façon, quand on se présente à des élections, c'est pour faire un score. Donc chacun, effectivement, de toute manière, essaye de plaire à son électorat ou à des parties de l'électorat. Donc je pense que c'est pas plus clientéliste que ce que font d'autres, y compris dans la droite classique. Ça, on peut pas leur faire de procès là-dessus. Maintenant, je pense que la clientèle précisément qu'ils ont choisie, puisque on peut parler de clientèle. Alors quartier populaire, je ne sais pas, parce que c'est plutôt un découpage, on va dire, ethnique et culturel, parce que la Creuse est très pauvre et je pense pas qu'ils fassent des scores importants au niveau de la France insoumise. Donc c'est vraiment un découpage sur les origines et aujourd'hui ça phagocyte complètement leur électorat. Donc parce que même c'est assez étonnant que des partis comme la France insoumise prennent comme tête de pont la question palestinienne, qui est une question extérieure à précisément l'Union européenne. Donc c'est qu'on importe des querelles qui probablement, même si elles sont importantes et sur lesquelles chacun se positionne parce qu'il y a aussi une dimension affaires étrangères, c'est probablement pas non plus le cœur
des sujets en Europe. Alors, la campagne européenne se déroule dans un climat particulier, plus encore avec ce qui se passe, alors loin de l'Europe et loin de la France, mais finalement si près de la France, puisque on a ces émeutes en Nouvelle-Calédonie, une forme de reprise en main depuis 2 jours par le gouvernement français, avec l'envoi de militaires et de gendarmes supplémentaires à Nouméa et plus largement en Nouvelle-Calédonie. Un contexte particulier avec des expressions particulières. On a entendu Madame Le Pen changer un peu son fusil d'épaule au niveau du RN en disant que finalement il faudrait peut-être discuter avec les Kanaks là-bas en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça vous a surpris, vous, à droite, de voir un peu ce revirement ? Surpris, je pense que le Front National, maintenant Rassemblement National, est un vieux parti, donc voilà, les idées évoluent. Et je trouve qu'en l'occurrence, c'est plutôt salutaire parce que le dialogue doit être à la base dans les on va dire dans les pays multiculturels, ce qui est le cas en l'espèce pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut vraiment faire dialoguer tout le monde. Et c'est probablement un manque de dialogue qui a conduit à la situation extrêmement tendue et désordonnée qui est comment dirais-je en jeu aujourd'hui, puisque les accords de Nouméa précisément prévoyaient un dialogue annuel des différents signataires, donc avec les Mélanésiens, les Européens, les représentants de l'État français. Et depuis 2019, donc à l'initiative quelque part du gouvernement actuel, donc ce dialogue n'existe plus. Et c'est là que la situation a été extrêmement tendue et on voit que le désordre a régné, ce qui est paradoxal puisque dans les dévolutions de compétences, c'est normalement à l'État français précisément que reviennent les missions de sécurité et de maintien de l'ordre qui concrètement n'ont pas été assurées. Il y a une erreur politique, là, une erreur d'évaluation. Je pense que ce sont les conséquences d'un problème de méthode qui... voilà, dans toutes les méthodes, il y a les bons côtés et les mauvais côtés. Et je pense que la méthode Macron sur la gestion de ces éléments-là, puisqu'il n'a plus Édouard Philippe à ses côtés qui avait réussi à installer précisément du dialogue et de la discussion sur cette question de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, il le paye aujourd'hui, puisque Emmanuel Macron a voulu avancer très vite, assez durement sur les questions qui sont compliquées dans un processus de décolonisation sur le corps électoral, etc., à vouloir passer un peu en force. Et je pense que comment dirais-je, pas forcément Emmanuel Macron, mais en tout cas son gouvernement, sur cette question-là, a fait preuve de beaucoup de maladresse, notamment en nommant, comment dirais-je, au gouvernement des partisans fidèles du loyalisme sur l'île de Nouméa, ce qui fait perdre un peu son rôle d'arbitre à l'État, ou alors en qualifiant des manifestants qui étaient encore pacifiques de mafieux. Enfin, tout ça crée un contexte qui est très difficile. Donc je pense qu'il y a un problème de méthode au niveau du gouvernement. Et ensuite, il y a la déliquescence de l'autorité de l'État et de l'ordre qui se retrouve particulièrement en Nouvelle-Calédonie, mais qui malheureusement est voilà, un processus que chacun constate, notamment chez les forces de l'ordre, pour, je pense, l'ensemble du territoire. Alors, on va reparler de l'ensemble du territoire. Un dernier mot sur Nouméa et sur la Nouvelle-Calédonie plus largement, avec un enjeu aussi géostratégique, j'allais presque dire géopolitique. La Chine convoite les mines de nickel, et en particulier cette mine de nickel qu'il y a en Nouvelle-Calédonie, qui est la deuxième plus importante au monde, en tout cas en termes de production. Est-ce qu'on peut y voir une forme d'ingérence, une forme de main de l'étranger? Alors, on a parlé évidemment de la Chine, on a parlé de l'Azerbaïdjan, peut-être la Russie. Est-ce que ces pays ont intérêt à déstabiliser la présence française à Nouméa et déstabiliser le territoire? Je pense que c'est toujours un peu commode lorsqu'on est empêtré dans une situation pour laquelle on est en grande partie responsable d'accuser toujours l'étranger. J'ai du mal à croire, bon, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai du mal à croire que les services secrets de l'Azerbaïdjan soient assez puissants pour mettre la France en déroute dans les confettis de l'Empire. Donc je pense que c'est assez commode comme excuse. C'est Gérald Darmanin qui a prononcé le terme, enfin en tout cas le nom de l'Azerbaïdjan. Oui, bah, il fait sa propre propagande, c'est normal, il est ministre, donc bon, il essaye de se défendre. Bon, on peut pas trop lui en vouloir là-dessus. Mais en tout cas, sur les aspects géostratégiques, je pense qu'ils viennent malgré tout au second plan, c'est-à-dire que il y a un droit, me semble-t-il, important des peuples à disposer d'eux-mêmes, et donc c'est avant tout aux habitants de la Nouvelle-Calédonie, qu'ils soient mélanésiens ou européens, c'est avant tout à eux de décider de leur destin. Et ensuite, il y aura des conséquences, probablement, point de vue géostratégique pour la France. Cependant, je rappelle que on n'a pas besoin
en tant qu'État, d'avoir la souveraineté sur un territoire pour y avoir des intérêts et pour les défendre. La France a des bases à Djibouti, par exemple, à l'issue de la décolonisation. Et par ailleurs, je pense que c'est une vision très française assez engoncée de penser qu'il faut comme ça posséder des territoires pour faire valoir donc son point de vue, puisque typiquement les nouveaux acteurs qui arrivent dans la région, en particulier la Chine, la Chine a maintenant des bases, en tout cas une base dans la Corne de l'Afrique, elle ne possède pas ce territoire-là. Donc je pense que c'est assez passéiste de croire que la puissance, le drapeau, etc., c'est forcément voilà, posséder physiquement tel ou tel territoire. Je pense que voilà, ça viendra au deuxième plan. D'abord, c'est aux habitants de la Nouvelle-Calédonie de choisir leur destin, et ensuite, la République française verra comment elle accorde cette volonté-là avec ses propres enjeux qui sont légitimes aussi d'influence dans la région. Alors plus près de nous, et ça résonne avec les élections européennes, on a les questions de sécurité, d'immigration, on va en dire deux mots. En tout cas, sur des questions de sécurité, on a vu ces derniers jours cette attaque d'un fourgon pénitentiaire, on en parle toujours et encore, sur le territoire français, cette fois-ci dans l'Eure, attaque violente, sur fond de trafic de stupéfiants, trafic international de stupéfiants. Est-ce que là aussi la France va devoir se doter des outils, et peut-être plus largement l'Europe des outils pour faire, allez, j'allais presque dire la guerre aux trafiquants? Le désordre qui règne relativement en France et l'insécurité qui croît, quels que soient un peu les pays de France dont il est question, comment dirais-je, est général. Je ne pense pas qu'il soit plus lié à la drogue qu'à d'autres problèmes et à la mollesse qui s'installe. Donc, on parlait tout à l'heure, vous indiquiez que le Rassemblement national était donné à des scores extrêmement hauts. Je pense que, voilà, c'est pas dur de comprendre que c'est parce que le gouvernement, en tout cas l'équipe Macron, qui est au pouvoir depuis 7 ans maintenant, et encore avant avec le Parti socialiste, eh bien, a complètement échoué sur ces questions de tranquillité, de sécurité, d'immigration. Donc je pense qu'ils sont assez responsables de la situation actuelle. Maintenant, je sais bien que vous allez me dire que LR a du mal à convaincre sur ces sujets, probablement parce qu'on a aussi le passé et que le temps Sarkozy a sur ces questions là-dessus. Il faut être assez honnête sur ce point-là. Il y a eu des ratés aussi. Oui, voilà, ce sont des sujets difficiles, mais on voit quand même, je pense que chacun est conscient de ça et que même ça fait consensus, même probablement dans l'électorat macroniste, qu'il y a une dégradation qui est quand même extrêmement importante sur la partie sécurité, sur le respect de l'autorité et sur l'immigration, puisque vous en parliez, comment dirais-je, les entrées, alors légales, puisque la partie légale est plus difficile à comptabiliser, mais les entrées légales n'ont jamais été aussi importantes que sous Emmanuel Macron, et plus encore que sous Hollande. Donc je trouve que voilà, il n'y a pas vraiment il n'y a pas photo là non plus. Il y a selon sur vous le bilan. Une forme de dérive là-dessus. C'est pas évident de savoir ce qui est juste on va dire de la mollesse et de l'incompétence et ce qui est réellement voulu, parce que Emmanuel Macron a fait des discours, notamment lors de sa première campagne, où il expliquait que voilà, il n'y avait pas de culture française, avec les discours de Marseille, voilà, des gens de tous les horizons, que c'était formidable. Donc probablement ils en sont assez convaincus sur certains points. Et maintenant, ils voient bien qu'il y a des réticences, parce que ça arrive à un point qui n'est plus du tout raisonnable. Et donc ils changent un peu leur fusil d'épaule. Hein, c'est le en même temps, mais dans le temps. Donc on voit bien qu'il y a quand même, ça c'est indéniable, une prise de conscience et effectivement un basculement un tout petit peu plus à droite, si l'on veut, de l'équipe actuelle sur ces questions-là. Donc ils s'en rendent compte aussi, oui. On parlait des scores tout à l'heure, effectivement, du Rassemblement national et la droite républicaine qui est à la peine. Est-ce que là aussi, il n'y a pas eu un sentiment d'abandon des politiques, alors aussi bien de la droite que de la gauche, pour faire simple, depuis plusieurs années, sur justement ces questions de sécurité, sur des questions de pouvoir d'achat, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est important aussi, évidemment. Est-ce que finalement, ce sentiment d'abandon va se traduire par les urnes et on pourrait peut-être parler même d'un premier tour de l'élection présidentielle, j'allais dire tout à l'heure, en juin. Alors, sentiment d'abandon, je ne sais pas, sentiment d'incompétence probablement des élus, ça je veux bien croire, mais abandon c'est peut-être un peu fort, parce que bon, Je parlais des électeurs qui ont ce sentiment d'abandon là. Oui, je pense qu'ils ont surtout le sentiment que les bonnes solutions ne sont pas apportées,
et que chaque jour la situation se dégrade. Alors ils vont un peu vers les partis qui n'ont pas encore eu l'occasion de les décevoir quelque part, ce qui est tout à fait triste. Mais voilà, de manière évidente, les solutions qui sont mises en place actuellement, donc puisqu'on est sous le pouvoir Macron, du gouvernement Macron, eh bien, ne sont absolument pas satisfaisantes, puisque voilà, que ce soit à Nouméa ou comme il y a eu des émeutes l'année dernière, on voit que le désordre s'installe et que l'arsenal juridique actuel, je pense que c'est ni forcément de la faute des forces de l'ordre qui, bon, à titre personnel, ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent. Et pareil, je sais qu'il y a beaucoup de critiques sur l'administration judiciaire, mais bon, les juges appliquent les lois qui sont votées par le Parlement. Donc je pense que c'est un travail parlementaire à faire, s'inspirer des pays qui sont meilleurs que nous en termes de maintien de l'ordre, et puis ne pas rajouter des problèmes. Et on sait que statistiquement, il y a quand même plus de problèmes d'insécurité avec les nouveaux arrivants dans un pays. Donc je pense que voilà, la maîtrise des flux migratoires participera de la tranquillité. Il faut construire des prisons, comme le préconise par exemple le Rassemblement national, d'autres prisons, où il faut mieux gérer les prisons qui sont devenues aujourd'hui quand même un peu des passoires, en tout cas pour y recevoir de la drogue ou des téléphones portables. J'ai visité moi-même les prisons quand j'étais étudiant, donc bon, je sais pas s'il faut plus de places de prison. Il y a peut-être aussi trop de gens en prison. Quand on voit qu'on a toutes les peines du monde, en tout cas que l'État a toutes les peines du monde à faire appliquer les fameuses OQTF, c'est-à-dire le fait de faire sortir des gens qui posent problème ou qui n'ont pas eu gain de cause de France. Il y a aussi pas mal de gens qui ne sont pas nationaux français dans les prisons, et probablement la place de ces gens-là est plus à l'extérieur. Et je pense qu'en tout cas, ce qui est important, c'est de faire appliquer les premières peines, puisque on voit bien, moi je suis adjoint au maire en charge notamment de la sécurité dans la ville de Ponty, qui est une sous-préfecture, et on a quand même, dans les gens qui posent problème, des multi-condamnations, des gens qui ont été condamnés 15, 20, 50 fois, et qui manifestement sont encore dehors. Donc je pense que c'est surtout sur cette infime minorité qu'il faut agir, et bien s'il faut construire plus de places de prison, faut construire, mais il faut peut-être pour d'autres faits ou pour d'autres personnes les vider d'une façon ou d'une autre. Voilà, graduer les peines finalement et les formes d'emprisonnement, ou en tout cas de contrôle judiciaire. On va parler de l'Europe, c'est important, on en parle d'ailleurs un petit peu en filigrane aujourd'hui. Les Français, les Européens ont du mal à vivre, c'est pas simple avec l'inflation en tout cas en France. Plus largement en Europe, on voit l'augmentation des prix de l'énergie, on voit une forme d'inflation qui est née également sur le continent, et puis des disparités au niveau social. Alors on parle beaucoup de l'Europe sociale aujourd'hui. Est-ce qu'il faut la construire, cette Europe sociale, ou est-ce que c'est dangereux de construire une Europe sociale uniforme ? Il faut bien voir, il faut bien voir de mon point de vue que les politiques, l'administration, l'État est beaucoup plus responsable des problèmes et des désordres économiques, et de l'inflation en particulier, que la solution. Vous voyez, dans votre question, vous parlez d'énergie. Bon. Actuellement, c'est un des exemples. Un des exemples, oui, mais un exemple criant actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté, sans compter les familles. Et bien typiquement, là, pour les élections européennes, sur la liste de la majorité présidentielle, il y a en très bonne place Monsieur Canfin, qui a été clairement le fossoyeur du nucléaire dans les années passées. Bon, c'est un choix politique qui a été fait, un moment d'abandonner la filière nucléaire. Ils sont en train, là encore, de revenir dessus, donc ce qui est heureux, hein. Il n'est jamais trop tard pour bien faire non plus. Mais voilà, c'est parce que voilà, Hollande puis Macron a essayé de mettre la tête sous l'eau de la filière nucléaire qu'on a eu ces coûts complètement démesurés. Maintenant, on revient dessus. Bon. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop attendre, à mon avis, de l'État en matière de soutien, on va dire, économique aux ménages, puisque la première chose que pourrait faire l'État pour que les gens aient plus d'argent, c'est de moins leur en prendre. Voyez. Donc en France, on est quand même les champions. Les impôts finalement. Oui, en France, on est les champions des prélèvements obligatoires, parce qu'on arrive à 60% de l'économie qui est captée par l'État et la machine administrative. Donc voilà, s'il y a quelque chose à faire pour le pouvoir d'achat et l'économie, c'est déjà commencer par réduire cela drastiquement, puisque on voit bien qu'il y a un décrochage de la France au niveau international. Ça a été mis en exergue récemment
par rapport au pouvoir d'achat des Américains qui viennent en France, eh bien, voilà, dans les années 80, ils ont eu Reagan et nous, on a eu voilà, Mitterrand. Et l'étatisme et le socialisme a continué en France, alors que dans d'autres pays, il s'est réduit, comme en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Suisse. Donc c'est la première chose à faire. Voilà. Si les hommes politiques veulent faire quelque chose pour l'économie, il faut déjà que ils rendent l'argent qu'ils prennent aux entreprises françaises et aux familles françaises. Avec là aussi peut-être des règles européennes à changer. On parlait de l'énergie tout à l'heure. L'énergie est indexée finalement sur le gaz aujourd'hui. Des pays ont choisi de ne pas le faire. C'est le cas du Portugal ou de l'Espagne. Est-ce que la France pourrait faire une petite entaille au traité en disant nous, on n'a pas envie forcément d'avoir des prix indexés sur le gaz, justement pour redonner un peu de pouvoir d'achat aux ménages? Il y a un problème effectivement réglementaire, donc je pense que tous ces systèmes de marchés administrés, c'est précisément l'économie administrée, donc c'est tout sauf la liberté et tout sauf le marché. Donc il faut en sortir le plus vite possible, ça c'est le point de vue réglementaire bureaucratique, mais il y a aussi un sujet industriel et énergétique, où là ça va dépendre vraiment de la production, de la façon dont c'est organisé, et donc il faut là-dessus, puisqu'on a cette chance en France, qui nous vient du gaullisme, hein, donc de la filière nucléaire. Donc il faut appuyer là-dessus, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire ni opportun de s'éparpiller avec des choses comme les éoliennes, qui sont plus pour de la communication, mais qui, point de vue énergétique et coût de l'énergie, sont parfaitement, à la traîne vis-à-vis de la filière nucléaire. Donc voilà, il faut sortir des carcans administratifs, et il faut avoir une vraie filière d'excellence en France, et je pense qu'on est tout à fait capable. La France a prouvé dans son histoire avoir une capacité industrielle et d'invention importante, et donc il faut miser là-dessus. Il faut j'allais dire entre guillemets un nouveau plan Messmer, puisque c'était Pierre Messmer qui avait lancé le plan nucléaire. Il faut un nouveau plan Messmer pour redéployer l'énergie aujourd'hui en France, innover. Je pense qu'il faut surtout laisser les industriels et les ingénieurs faire leur travail, et je crois que EDF, il y avait une tradition d'ingénieurs, de gens favorables à la filière nucléaire, avec tous les polytechniciens et les grands ingénieurs qui étaient dans ces entreprises-là. Et ils ont été à un moment entravés par le pouvoir politique qui les a contraints à fermer Fessenheim, donc décidé par Hollande, puis exécuté sous Emmanuel Macron. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il faut probablement laisser la liberté aux gens compétents de s'exprimer dans leur métier, sans rajouter des impératifs qui n'ont rien à voir en fait avec une politique énergétique. Alors, il ne faut pas mélanger les choses, et moins je pense qu'il y aura d'intervention des bureaucrates et des politiciens là-dessus, mieux ce sera. Voilà, on va laisser les technocrates de côté, les politiciens de côté, pour faire confiance finalement aux ingénieurs et aux techniciens. Je fais une différence entre bureaucrates et technocrates. Oui. Les ingénieurs ont le droit d'exercer du pouvoir du fait de leurs compétences. Bien sûr. Vous faisiez référence tout à l'heure, Paul Le Garnic, au gaullisme, cher évidemment à LR. Le gaullisme, c'était aussi la force de frappe nucléaire. On en parle beaucoup aujourd'hui. Le président s'était exprimé en disant que oui, voilà, à un moment, il faudrait peut-être penser à partager, c'est le terme employé, cette force de frappe nucléaire avec les autres pays européens en gardant la main, sans doute, en tout cas ici en France. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce partage possible de cette force de frappe nucléaire? En tout cas, je n'y suis pas favorable. Aujourd'hui, la force de dissuasion nucléaire de l'armée française, c'est la force du faible au fort. C'est-à-dire que ça porte bien son nom de dissuasion. C'est-à-dire que dans l'ensemble des pays du monde, lorsqu'il y a des conflits, les belligérants possibles se disent « Ah, ben la France... par rapport à sa taille et ses populations, c'est peut-être plus exceptionnellement important comme ça a été par le passé, mais enfin, ce pays-là a l'arme atomique, il compte dans le jeu international, et notamment pour protéger sa population et son territoire au premier chef. Donc je pense que c'est un outil précieux qu'effectivement Emmanuel Macron a annoncé à un moment vouloir dont il voulait se dessaisir. Il y avait une réflexion. Non, mais les armées, la défense, c'est évidemment un sujet qu'il faut gérer, à mon avis, en partie au niveau continental, puisque les enjeux géostratégiques, les blocs, etc., c'est quand même
ça dépasse le cadre de l'Hexagone. Donc je pense que ça peut être une bonne réflexion. Et là-dessus, à mon avis, je pense que l'équipe pour les européennes de Macron, qui est plus sur le ton fédéraliste, là, ils ont des choses probablement à apporter. Mais sur le point précis du nucléaire, eh bien, de la dissuasion nucléaire, à mon avis, il faut que ça reste dans la main du chef de l'État. Avec également des inquiétudes sur le poste, enfin en tout cas le siège de la France aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, très convoité, il faut le dire, ce siège historique, très convoité. Là aussi, il faut que la France reste dans son précaré, maintienne ce siège. Ça a été, je pense, la grande habilité et probablement l'héritage du général de Gaulle de pouvoir, comment dirais-je, pour la France qui avait été quand même défaite en 1940, récupérer ce siège dans le concert des vainqueurs. Donc c'est un acquis que nous avons depuis cette époque-là. Et comment la puissance, on va dire, industrielle de population de la France étant de plus en plus ramassée parce que, probablement de mon point de vue, l'État fait tout pour entraver les initiatives. Donc point de vue économique, ça se voit. Point de vue politique familial, ça se voit. Point de vue puissance agricole, sur tous les points de vue. Donc la France se rabougrissant comme ça voilà, parce qu'elle elle ne peut plus exprimer toutes les forces intérieures qui sont en elle, doit garder les quelques cartes qu'elle a en main. Donc la dissuasion nucléaire, ça en fait partie, et le siège au Conseil de sécurité, ça en fait partie aussi. Il faut s'accrocher à cela malheureusement, puisque je vois que nous n'avons plus beaucoup comment dirais-je, d'attributs de la vraie puissance. D'influence, voilà. Finalement, on a perdu de l'influence aussi, en tout cas, c'est ce qui se dit. Au niveau de l'Europe, il nous reste 3 minutes, Paul Le Guernic, ça va très vite. On voit aussi j'allais dire, ces grandes manœuvres géostratégiques, avec le retour peut-être de Donald Trump aux États-Unis, toujours cette guerre en Ukraine menée par la Russie. On parlait de défense tout à l'heure. Est-ce que il faut aussi que, d'un point de vue économique, l'Europe se développe et soit beaucoup plus forte, gagne aussi en influence de ce point de vue-là? Eh bien, je pense que les aspects de la puissance qui sont purement, on dirait en anglais, hard power, c'est-à-dire les bateaux, les fusées, comment dirais-je, les tanks, voilà. Bon, la guerre, finalement, ça doit être un peu la face immergée, ou en tout cas la partie immergée de l'iceberg. Et si vraiment un continent veut être puissant, c'est au premier chef sa richesse. Est-ce que c'est un pays riche ou pas? Est-ce qu'il y a un bon niveau technologique? Est-ce que la science y est à l'honneur? Est-ce qu'il innove? Et aussi, quelle est la population? Combien les gens font d'enfants? Est-ce que ce sont des grandes familles ou pas? Voilà. Ça, c'est quand même, à mon avis, le plus important. Et c'est ce qui restera dans l'histoire plus que le nombre de porte-avions ou de forces engagées, etc. Donc, la puissance, ça doit être surtout, à mon avis, la conséquence d'un continent qui se porte bien, avec une économie qui va bien, avec des familles qui vont bien, avec un environnement qui va bien. Voilà. Et ça, c'est probablement, ça ne se décrète pas immédiatement. Voilà. Un dernier mot. Jean-Claude Gaudin est mort, homme politique, figure de Marseille, alors un peu loin de notre Bretagne, mais homme politique qui a marqué son temps. Est-ce qu'aujourd'hui on en manque de tempérament? Il y avait un certain tempérament, faut bien dire, homme de tempérament et d'esprit comme il était. Oui, c'est finalement c'est la postérité qui, c'est la postérité qui fait un peu la grandeur des hommes. Et je pense que voilà, en tout cas, pas que des éloges, mais les réactions au décès du maire Jean-Claude Gaudin, qui était sénateur aussi, pleuvent. Et donc ça montre que c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Et c'est probablement pas le cas quand n'importe quel, ou en tout cas quand tous les maires ou les hommes politiques décèdent. Et il avait surtout aussi beaucoup d'humour. Et il était assez madré, et je trouve que c'était un personnage intéressant à comment dirais-je, à étudier, même si voilà, il y a du bon et du moins bon, comme chez tout le monde. Mais bon, c'était quelqu'un d'intéressant à mon avis. Il était toujours consulté, dit-on. C'est vrai. Paul Le Guernic était avec nous ce matin. Il est adjoint à la mairie de Pontivy, en charge de l'attractivité économique, de la tranquillité publique, la sécurité des affaires générales, conseiller communautaire également, soutien de la liste Maîtriser notre destin, conduite par François-Xavier Bellamy. Merci d'être venu jusqu'à nous en direct dans Bretagne 5 matin. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Stéphane, et c'est toujours un plaisir de venir sur Bretagne 5. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.